Athènes, on prépare la négociation de Genève avec la Turquie et la Grande-Bretagne. Le gouvernement a démissionné, les civils reviennent au pouvoir. M. Karamanlis, en exil depuis 1963, formerait un gouvernement d'union nationale. À Chypre, c'est un nouveau président de la République qui a prêté serment aujourd'hui. Sa nomination paraît indiquer la volonté des Chypriotes grecs d'accepter la négociation de Genève. Quel est le sort des touristes bloqués en Grèce? Nous en parlerons dans ce journal avec le secrétaire d'État au tourisme et le président du syndicat des agences de voyage. Au RTF, le Parlement a commencé cet après-midi l'examen du projet de loi gouvernemental prévoyant la réorganisation de la radio et de la télévision. Le gouvernement veut assurer le service public dans un climat de liberté, de moralité et d'objectivité. Football, le tirage au sort des coupes européennes n'a pas gâté les équipes françaises. Saint-Etienne devra se mesurer au champion du Portugal, le Sporting de Lisbonne, et Monaco affrontera le vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire, a commencé cet après-midi par une déclaration du Premier ministre, l'examen du projet de loi réorganisant la radio et la télévision nationale. Tout de suite, nous appelons Alain Fernbach pour nous résumer ce débat. Eh bien, les parlementaires se prononceront sur le projet de loi réformant la radio et la télévision. En effet, la question préalable déposée par les socialistes a été repoussée par 291 voix contre 177. Donc, depuis quelques instants, a commencé et se poursuivra surtout demain toute la journée le vrai débat, le débat sur le fond, le débat sur la radio et la télévision de demain. Donc cet après-midi, tandis que se déroulaient à l'extérieur de l'Assemblée nationale des manifestations de protestation contre ce projet organisé par les syndicats et les partis de gauche, les députés ont ouvert le dossier radio et télévision, et cela par des exposés sur la philosophie générale du projet de M. Chirac, Premier ministre, du porte-parole du gouvernement et du rapporteur du projet, M. Jean de Préaumont. Ensuite, l'opposition, par la voix de Georges Filiou, a déposé une question préalable. Cela veut dire qu'il n'y a pas lieu de délibérer dans l'esprit de la gauche parce que ce projet, je cite, est insensé et bâclé, et que cette question préalable, je vous l'ai dit, a été repoussée, donc a commencé le véritable débat sur ce projet. Ce projet sera voté sans doute en fin de semaine après avoir été examiné par le Sénat jeudi et vendredi, donc c'est vendredi soir que les députés se prononceront définitivement. Disons encore qu'en réponse à plusieurs parlementaires inquiets sur la situation agricole, le Premier ministre a fait savoir qu'il était prêt à se rendre devant les commissions compétentes pour examiner avec elles la politique agricole du gouvernement. Voilà une première photographie rapide de ce débat. À la fin du journal, des extraits des orateurs. Oui, des extraits dans une émission spéciale. En Grèce, la situation était quelque peu confuse cet après-midi après la démission du gouvernement. Le président Gizikis s'inquiète de l'échéance de Genève. Genève, qu'est-ce que c'est? C'est la conférence qui doit s'ouvrir demain et qui doit réunir les Turcs, les Anglais et les Grecs. Et ce président aurait dit aux hommes politiques réunis ce soir « Aidez-moi à fonder un gouvernement, nous sommes en plein désarroi ». Et c'est à ce moment-là que l'on a appris le retour de l'ancien chef du gouvernement, M. Karamanlis, en exil à Paris. Le président Gizikis lui aurait demandé par téléphone de diriger le gouvernement d'union nationale. On sait que pour le moment, ce sont les hésitations des Grecs qui empêchent les négociations sur Chypre de commencer. Et on peut rappeler que M. Karamanlis avait quitté son pays en 1963, après avoir perdu les élections. Il s'était opposé à la junte militaire après 1965 et était devenu le symbole de la démocratie pour le peuple grec et aussi pour la majorité des exilés politiques. Les rumeurs de coup d'État en Grèce n'étaient en fait que l'annonce d'un remaniement ministériel qui allait bouleverser les données politiques à Athènes. Devant les circonstances exceptionnelles que traverse le pays, les forces armées grecques, a déclaré le général Gizikis, ont décidé de remettre le pouvoir à un gouvernement politique civil. L'homme qui a été choisi pour former ce nouveau gouvernement, ce gouvernement d'union nationale, est Constantin Karamanlis. Immédiatement, la population est descendue dans la rue. Tous les gens d'Athènes ont chanté l'hymne national, ont crié des slogans anti-junte et les voitures ont actionné leurs klaxons. Ce changement de régime est la conséquence, bien sûr, des événements de Chypre et risque de voir peut-être un jour le retour à Athènes du roi Constantin. Après le coup d'État des colonels en 1967, le putsch des généraux en 1973, la Grèce revient donc à un gouvernement civil avec un homme qui passe pour un libéral. Ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre,
Constantin Karamanlis vit en exil volontaire à Paris depuis 1963, ayant perdu les élections contre Georges Papandréou. Homme de droite, M. Karamanlis s'était cependant dissocié de la junte qui avait pris le pouvoir à Athènes en 1967. Son parti avait alors été dissous. Homme de droite, certes, mais aussi un démocrate qui était devenu le symbole de la liberté pour la majorité des exilés grecs. On le voyait à Paris avec les associations de réfugiés politiques, et nombreux étaient ceux parmi les hommes politiques qui pensaient et espéraient le revoir un jour au pouvoir. À chaque fois qu'on reparle du retour de Constantin Karamanlis, on entrevoit l'ombre du roi Constantin. Celui-ci qui séjourne à Londres s'est fait tenir au courant des développements de la situation et est même entré en contact aujourd'hui avec M. Karamanlis. Nikos Samson, lui, c'est un autre président, un président intérimaire, et cette fois-ci à Chypre. Le président Nikos Samson est donc déchu et remplacé par un nouveau personnage, Klefkos Klerides. Celui-ci est un homme connu dans les milieux chypriotes, aussi bien grecs que turcs. Il est connu également à Athènes et à Ankara. De tempérament calme et pondéré, cet ancien avocat de 55 ans a exercé différents postes ministériels avant de devenir président de l'Assemblée nationale il y a 14 ans. Habile négociateur ayant participé à la conférence de Londres qui a fixé le sort de Chypre, M. Klerides a l'estime des Chypriotes grecs et turcs. Il parviendra peut-être à concilier les positions d'Athènes et d'Ankara demain à Genève. Patriote convaincu, Klafkos Klerides estime que le sort de l'île doit se jouer à l'intérieur sans pour autant s'engager dans la voie de l'isolement. Toute crise avec la Grèce, avait-il dit, porterait préjudice à Chypre. Cette position délicate ne lui avait pas aliéné l'amitié turque. Bien au contraire, il participait aux négociations, aux pourparlers intercommunautaires. À la veille de cette difficile négociation de Genève, M. Klerides, président intérimaire de la République chypriote, apparaît donc comme un élément modérateur. Sur le plan diplomatique, on prépare bien sûr à Genève demain au Palais des Nations la réunion tripartite regroupant la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie. Mais cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, loin de là. À Londres, on a multiplié aujourd'hui les consultations. À Washington, M. Kissinger a poursuivi ses entretiens par téléphone avec Athènes et Ankara. À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des 9 se sont félicités aujourd'hui de leur unanimité sur Chypre et ont tenté de faire de nouvelles propositions. Sur le terrain, les combats ont continué une partie de la nuit et une partie de la matinée avec une certaine violence. L'ONU a tenté une nouvelle fois de s'interposer entre les forces turques et la garde nationale chypriote. Les victimes, selon Ankara, seraient parmi les rangs turcs de 57 morts, 224 disparus et 183 blessés. Un bilan donc lourd pour les Turcs, un bilan encore plus lourd pour les civils dont on ignore encore le nombre de victimes. Vous allez voir maintenant les images de nos envoyés spéciaux, une sorte de fil de ces 2 jours et demi de combat à l'hôtel Ledra. Nos envoyés spéciaux étaient bloqués dans cet hôtel avec un très grand nombre d'autres envoyés spéciaux du monde entier. Nous sommes ici dans la chambre 466 de l'hôtel Ledra à Nicosie. C'est dans cette chambre qu'est arrivé le premier obus de mortier de la matinée du 20 juillet 1974, lorsque, peu après que les Turcs aient débarqué dans la zone turque de Chypre, ils ont dû riposter à un nid de mitrailleuses qui était installé dans une chambre de l'hôtel. Les dégâts ont été assez considérables et c'est là que le premier homme a été tué. Peu après, les Grecs se faisaient sauter, si l'on peut dire, une mitrailleuse à l'autre bout exactement de cette aile, à une quinzaine de mètres d'ici, sur le toit. Mais depuis, les combats ont repris, mais surtout au plan du sol, au rez-de-chaussée dans l'hôtel Ledra, qui est devenu un véritable bastion des forces grecques. Un bastion, on ne sait pas trop bien contre quoi, puisqu'en fait, ils tirent beaucoup plus que les Turcs. Eux ne tirent. Les Turcs sont en position, mais ils savent économiser leurs munitions. Nicosie, le 21, deuxième jour de la guerre, nous sommes à 6h30 et les cessez-le-feu, bien sûr, n'a pas été respecté du tout de la nuit. Les tirs au mortier ont commencé vers 4h du matin. Les soldats des Nations Unies restent le mieux cachés possible, mais ils font preuve d'un grand courage. Périodiquement, toute la nuit, ils ont demandé à chacun de respecter le cessez-le-feu, ce qui n'a jamais été fait. Les soldats grecs ont investi l'hôtel. Avant, ils restaient juste à l'extérieur de l'hôtel avec leur position. Maintenant, ils sont à l'intérieur et, si l'on peut dire, ils se conduisent en pays conquis.
Les touristes, les journalistes, tous les clients de l'hôtel, 360 à peu près, quant à eux, sont coincés dans les escaliers au premier ou au deuxième étage. Le troisième et le quatrième étage ont été abandonnés car les tirs de mortier sont surtout dans ces directions. En effet, les lignes mitrailleuses se trouvant plutôt sur le toit. De nombreux clients de l'hôtel qui avaient décidé de coucher dans leur chambre ont pu noter ce matin, en se réveillant, si tant est qu'ils n'ont jamais dormi, de nombreuses traces d'impact. Et chacun s'attend à ce que les Turcs, qui maintenant donc tirent au mortier sur l'hôtel, cherchent à investir cet hôtel non pas pour son intérêt stratégique, mais pour être débarrassés de ces lignes mitrailleuses qui, depuis 48 heures maintenant, leur tirent dessus sans qu'ils puissent répondre, car ils avaient décidé apparemment de respecter cet hôtel international. À 150 mètres à peu près de l'hôtel, il y a une station de police très importante du côté turc, et dans cette station, il y a bien sûr de nombreuses troupes turques. Cette nuit, nous avons entendu aussi de nombreux avions qui apparemment faisaient de nouveaux largages. Nous avons entendu, outre les tirs, du strafing, c'est-à-dire du mitraillage au sol par les avions en réaction, et chacun se demande si les Canadiens, comme ils en ont émis l'intention, pourront évacuer l'hôtel avant que celui-ci soit totalement bombardé. 6h30, Nicosie, 24 heures sur la une. Depuis 2 minutes, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Nicosie après ce premier jour de guerre entre cypriotes grecs et cypriotes turcs. Maintenant, on peut attendre que la nuit va être calme à Nicosie, encore qu'il y avait quelques tirs sporadiques au moment même où les soldats de l'ONU parlaient dans leur haut-parleur et demandaient à tous les soldats d'arrêter de tirer. Probablement, les 30 civils et les quelques 150 journalistes qui sont dans l'hôtel vont passer une nuit qui leur permettra de se reposer. Ils ont été réveillés ce matin à 5 heures par les avions turcs. Oui, alors justement, nous allons revenir sur le problème des touristes qu'on a vu tout à l'heure dans cet hôtel attaqué à Chypre, mais je voudrais parler également à nouveau de M. Karamanlis, vous savez, l'homme politique grec qui était en exil à Paris et auquel on a demandé de constituer un gouvernement d'union nationale, de présider un gouvernement d'union nationale à Athènes. Le président Giscard d'Estaing vient de téléphoner à M. Karamanlis pour lui souhaiter bonne chance et lui exprimer son soutien. Et le président de la République a mis à la disposition de M. Karamanlis un avion pour l'emmener à Athènes. C'est le bureau de M. Karamanlis qui le dit. Alors qu'en est-il des touristes français en Grèce et notamment à Chypre où l'on se bat? C'est la question que nous avons voulu poser ce soir à un responsable, au premier responsable des touristes en France, le secrétaire d'État au tourisme, M. Gérard Ducret, qui est là, qui va nous dire ce que le gouvernement a décidé de faire et a déjà fait pour ces malheureux qui sont coincés là-bas. Disons que le problème se pose dans 3 pays différents, Chypre, la Turquie et la Grèce. La Turquie, tout rentre dans l'ordre. Je crois que ce soir, le premier avion de la Turkish Airlines va atterrir à Orly. Les vols réguliers reprendront, je crois, vendredi, ainsi que les vols de charter. Pour la Grèce, un seul problème se posait, c'est-à-dire les liaisons aériennes, car il faut signaler que la vie intérieure du pays était calme, que tous les touristes français pouvaient vaquer à leurs occupations, pouvaient se baigner, pouvaient aller au restaurant, pouvaient sortir le soir, qu'ils pouvaient sortir du pays en chemin de fer ou en automobile, et que la seule gêne, disons, au trafic, était simplement la fin ou le blocage de l'aérodrome d'Athènes et la cessation des avions. On indique à Athènes ce soir que l'aérodrome rouvrirait dans le courant de la journée de demain. Donc c'est une bonne nouvelle. La nouvelle la plus inquiétante concerne Chypre, puisqu'un journal du soir et des diverses nouvelles semblaient indiquer qu'une vingtaine de touristes avaient été tués au cours d'un bombardement à Famagoust. D'après nos services sur place, à Chypre, aucun ressortissant français n'a été blessé ou tué, à ce jour 20 heures, et nous ne pouvons donc donner que de bonnes nouvelles à toutes les familles des touristes français qui se trouvent là-bas. Il y avait environ 150 touristes et 150 résidents. Pour l'instant, 150 sont déjà rentrés en France, les 50 derniers rentrent ce soir à Roissy, et je crois que tout va bien pour eux et qu'aucun incident notable est à signaler, je vous dis bien encore aujourd'hui, ce soir à 20h. Bon, donc de ce côté-là, vous êtes relativement optimiste. Optimiste quant à la sécurité de nos compatriotes. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Au plan politique, la semaine sera marquée, on le sait, par la réunion de presse que tiendra jeudi le président de la République. Cette réunion sera retransmise en direct sur la 2e chaîne à partir de 15h30. La première chaîne en diffusera de très larges extraits à 20h30. Une synthèse de la réunion sera présentée dans les journaux télévisés de la première et de la 2e chaîne à 19h45 et à 20h. D'autre part,
Ainsi qu'il l'avait laissé prévoir dans son message aux armées le 14 juillet, le président de la République doit consacrer une semaine maintenant à l'étude des problèmes de la défense nationale, en consultant toutes les autorités et personnalités compétentes en la matière. Cette semaine commencera le 30 juillet par une réunion ministérielle et se terminera le 7 août par un conseil de défense. À signaler d'autre part que l'agitation paysanne s'est poursuivie aujourd'hui, notamment dans l'ouest, le sud-ouest et le centre. Un millier d'horticulteurs du Var ont arrêté le train Mistral Marseille-Paris et le train Marseille-Nice. L'autoroute A8, la nationale 7 et l'importante nationale conduisant à Saint-Tropez ont été barrées. Des déviations ont été mises en place. Il n'y a pas de bouchon pour le moment. C'est l'Orchestre Arte de Munich qui a ouvert hier soir le 3e Festival international de musique de Gourdon-en-Quercy. Festival placé sous le patronage du Secrétariat d'État à la Culture et du Commissariat général au tourisme. Une invitée de marque pour cette soirée inaugurale, Madame Anne-Maud Giscard d'Estaing, au premier rang, on remarquait aussi la présence du couple royal du Danemark. Un récital de grande qualité sous la direction magistrale de Kurt Redder. C'est au château de Casals, où une réception a été donnée dans son honneur, que Madame Valérie Giscard d'Estaing devait rencontrer la reine du Danemark. Visite dans le Lot à caractère culturel et social, l'épouse du chef de l'État a visité ce matin le centre pour enfants handicapés de Boissor à Lugerche, un centre dont la réalisation est unique en France. Mais c'est la cité moyenâgeuse de Gourdon-en-Quercy qui eut surtout les faveurs de Madame Valérie Giscard d'Estaing. Promenade à travers les multiples ruelles du vieux Gourdon, sous la conduite du maire de la ville, Monsieur Jean-Pierre Danneau. L'église Saint-Pierre des Cordeliers, la maison des consuls, Madame Giscard d'Estaing put ainsi apprécier le magnifique effort de restauration de la ville, restauration due essentiellement aux jeunes du club du Vieux Manoir. Le soleil était au rendez-vous pour cette première visite officielle de Madame Valérie Giscard d'Estaing. Très sympathique. Elle peut honorer son mari. C'est-à-dire que je l'ai très peu vue, je ne savais pas que c'était elle, je ne l'ai pas regardée. Le tirage au sort des 3 coupes européennes qui a eu lieu ce matin à Zurich a été particulièrement sévère pour les équipes françaises, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ainsi qu'en Coupe des clubs champions, Saint-Étienne rencontrera le Sporting de Lisbonne. Les Portugais sont toujours redoutables dans cette compétition. Quant aux Monégasques, en Coupe des Coupes, ils ne sont pas mieux servis. Ils rencontreront soit Francfort, soit Hambourg, 2 des clubs vedettes de l'Allemagne de l'Ouest, championne du monde. Tâche très difficile également pour Nantes, opposée au Legia de Varsovie dans la Coupe de l'Union européenne. Les footballeurs polonais sont en effet les révélations de Munich. Enfin, Lyon, qui rencontrera les Luxembourgeois de Differdange, sera plus favorisé. En Coupe des Champions, parmi les chocs spectaculaires, Bratislava Anderlecht, Leeds Zurich et Sofia Utrecht. Le Bayern de Munich, lui, sera exempté du premier tour. La voici se risquant en douillette et en mitouflée dans les rues de Paris au soleil avant d'envahir la France en septembre. C'est la mode d'hiver, la mode inflation. Des fronces au kilomètre. Des capes pour abriter des armées de Robin des Bois. Des manteaux de gaucho pour séduire des oraux ou pour jouer des grands drames d'amour à la Carole Lombard ou Lorraine Bacal. Madame, vous êtes grande, allez-y carrément. Recouvrez-vous de lainage, de quoi y tailler un parachute. Après tout, ce n'est pas du pétrole.
vous êtes moins grande, alors attention, rallongez un bon coup. Portez des petits bonnets, des écharpes. Et des rayures en hauteur. Il vous reste des jupes plissées, des robes modestement évasées, des dames bien sages. On les colle les poignets et choisissez les petits tours de cou de chaisière. Vous savez, ces bébêtes dont la tête était agrafée à la queue, très à la mode. Vous n'êtes pas grande, il vous reste quelques costumes serrés. Mais régime, on ne porte de bourrelet qu'au bas des jupes. Et laissez à votre ami d'1,75 m les cafetans tartares. Préférez le manteau tube, style parapluie, et cultivez votre bon caractère. Car vous en aurez besoin de votre bon caractère quand vous loucherez en soupirant sur ces grandes bringues en forme d'abat-jour sorties d'une cinémathèque. Ces esquimaux du Grand Nord et de grand luxe. Ces créatures de rêve taillées dans le biais. Ces sportives bardées de fourrure. Ou ces guerrières cuirassées décidées à faire fondre le pôle. Ça va encore nous coûter horriblement cher. L'Assemblée nationale, convoquée en session extraordinaire pour la 3e fois cette année, a donc commencé, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, cet après-midi, son examen du projet de loi de réforme de l'ORTF. Voici notre émission spéciale à ce sujet. Nous vous le disions au début de ce journal, la question préalable déposée par l'opposition a été repoussée par 291 voix contre 177. Donc, commencera demain matin le véritable débat, le débat sur le fond de la réforme de l'ORTF, et les députés se prononceront sans doute demain soir, les sénateurs vendredi soir, pour ou contre cette réforme de la radio et de la télévision. Mais cette première journée a d'abord été consacrée à l'exposé des motifs, à la philosophie générale du projet. Pour ce faire, 3 orateurs qui ont parlé devant un auditoire où l'attention semblait l'avoir emporté sur la passion. Ces 3 orateurs, Jacques Chirac, le Premier ministre, qui a tenu à présenter lui-même ce projet pour montrer l'importance qu'accorde le gouvernement à cette réforme. André Rossi, le porte-parole du gouvernement, et Jean de Préaumont, le rapporteur de ce projet de loi. Écoutons d'abord Jacques Chirac, le Premier ministre. Reporter ce débat à la session d'automne, voire au mois de septembre, aurait conduit à repousser d'1 an cette réforme indispensable, c'est-à-dire à laisser pendant 18 mois planer l'incertitude sur le sort de l'ORTF. Nous voulons que la radio et la télévision puissent remplir, par-delà l'information libre et objective qu'elle apportera, une mission de formation et d'apport culturel. La qualité des programmes, le refus de la facilité, l'effort de créativité et de recherche doivent donc être pour nous des objectifs primordiaux. Par la structure des divers organismes que nous vous proposons de mettre en place, par les cahiers des charges qui définiront leurs obligations, par les critères qui seront retenus pour la répartition de leurs moyens financiers, cette recherche constante de la qualité s'imposera aux responsables.
Nous voulons une radio et une télévision investies d'une mission d'intérêt public, c'est-à-dire qui soient de façon permanente au service de la nation. Il n'est naturellement pas dans nos intentions de mettre en cause les moyens dont disposent les personnels pour faire aboutir leurs revendications. Mais il n'est pas normal ni acceptable que les revendications catégorielles intéressant quelques centaines, voire quelques dizaines d'agents, puissent entraîner pendant des durées parfois longues la suppression ou l'interruption pour 30 millions de Français des programmes et des émissions. Nous voulons enfin une radio et une télévision qui, parce qu'elle est financée essentiellement par la redevance, c'est-à-dire par l'argent des citoyens, soit gérée dans des conditions satisfaisantes, sans économie excessive qui pourrait nuire à la qualité du service rendu, mais sans gaspillage et sans frais abusifs. Maintien du monopole, émulation et concurrence, responsabilité, tels sont les trois principes qui sont à la base de la réforme qui vous est proposée. Nous savons que cette réforme sera difficile à mettre en œuvre et qu'elle dépendra en premier lieu de la valeur des hommes qui seront chargés de l'appliquer. Afin de ne pas surcharger le fonctionnement des nouvelles structures, tout le personnel actuellement en fonction à l'ORTF ne pourra naturellement pas y être réaffecté. C'est pourquoi nous avons prévu des dispositions propres à permettre une certaine diminution des effectifs globaux sans que ceux qui seraient touchés par cette mesure n'aient à en souffrir. Des moyens de reclassement sont prévus. Dans le cadre de la politique générale que le gouvernement tente à promouvoir en matière de garantie de l'emploi, des indemnités accrues seront attribuées à ceux qui ont un minimum d'ancienneté dans l'office. Le gouvernement vous propose une réforme profonde. Il veut prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le personnel n'en souffre pas. La qualité des programmes, je vous l'ai dit au début de ce propos, est une préoccupation constante des auteurs de ce texte. Certains, en effet, craignent dans l'opinion publique que la compétition instaurée entre des sociétés de programmes ne porte atteinte à la qualité. Nous veillerons au contraire à la maintenir et à l'améliorer dans ces deux aspects, la valeur des émissions et aussi leur diversité. Bien que nous soyons dans un domaine totalement subjectif, l'État doit instaurer des règles permettant d'améliorer constamment le niveau général des émissions en vue de conforter et d'appuyer le développement culturel du pays sans pour autant faire fi du goût du public. Sur ce point, nous ne pouvons accepter les conséquences des propos tenus par certains milieux qui tendraient pour mauvais le goût du public et voudraient dès lors lui imposer le sien. Une société de liberté doit savoir trouver le point d'équilibre entre, d'une part, les besoins exprimés et, d'autre part, les devoirs d'information et d'élévation du niveau culturel. Il ne faut pas hésiter à susciter l'imagination et la création, mais il faut aussi se garder de verser dans l'ésotérisme ou dans la confusion. La garantie de qualité se situe donc à trois niveaux. D'une part, il s'agit d'imposer dans les cahiers des charges un volume d'émissions culturelles, scientifiques, pédagogiques. La loi en donne un exemple d'ailleurs en citant la retransmission d'œuvres lyriques ou dramatiques. Il faut aussi veiller à ce que la grille des horaires ne pénalise pas ce type d'émissions et il convient enfin de prévoir une appréciation globale de la qualité dans chacune des sociétés nationales et pour cela prévoir une commission qui porte jugement. Nos études et nos consultations dans ce domaine ne sont pas suffisamment avancées pour que je puisse vous indiquer le mode de composition d'un tel organisme. Je dois cependant vous dire que l'État souhaite y intervenir le moins possible
dans sa composition comme dans sa gestion. Précisons aussi que cet organisme ne pourra s'immiscer dans la gestion et le choix des programmes. Par contre, l'appréciation qu'il portera sera un des critères essentiels dans le mécanisme de répartition de la redevance, permettant ainsi de primer la qualité et de pénaliser la médiocrité. Cette réforme, en effet, ne se limite pas au règlement d'organisation d'un problème tout à fait immédiat. Elle a l'ambition de préparer nos moyens audiovisuels à l'extraordinaire mutation qui s'engage et dont la décennie qui vient sera le témoin. Un débat sur l'organisation de la radio-télévision doit être autre chose, me semble-t-il, qu'un enjeu de lutte politique, qu'un affrontement de spécialistes du droit ou de la technique. La radio et la télévision tiennent une place importante dans la vie des Françaises et des Français, qui, peu sensibles à la subtilité des structures juridiques ou des mécanismes techniques, ne la voient tout naturellement qu'à travers des programmes dont la qualité, la diversité et la continuité doivent être assurées. La réforme qui vous est proposée comporte un ensemble de modifications apparues nécessaires simplement à partir d'un constat, dans le double but d'apporter de plus grandes satisfactions à l'ensemble des téléspectateurs et de permettre une meilleure gestion. Une difficulté essentielle est d'harmoniser création artistique et administration. La réforme qui vous est soumise est notamment fondée sur l'idée que l'existence d'organismes à dimension plus réduite doit permettre de rendre plus facile et mieux accepter les arbitrages et les concertations nécessaires. Puis c'est le débat sur la procédure. Georges Filiou défend la question préalable. Il faut renvoyer, dira-t-il, ce projet bâclé et insensé. Roger Chinot, pour la majorité, s'y opposera. Vous êtes des conservateurs, dira-t-il aux socialistes. Un extrait de l'argumentation de ces deux orateurs. Nous opposons à sa discussion la question préalable. Au demeurant, si nous abordions le débat sur le texte qui nous est aujourd'hui proposé, nous n'aurions guère à discuter que sur des intentions, quelquefois avouées, le plus souvent cachées. Car le projet soumis est un cadre vide que l'exécutif se réserve de remplir à sa guise, sans se soucier du Parlement, à qui, une fois de plus, il n'est demandé qu'un blanc-seing, un acte de confiance, que certains soient prêts sans doute à célébrer une telle messe, peut-être, pas nous, et je l'espère, pas une majorité dans cette Assemblée. Un projet insensé, un cadre vide, pourquoi alors a-t-on voulu une session extraordinaire en plein été, à la fin de juillet, dans d'incroyables conditions de hâte et d'improvisation, pour faire voter un tel texte à la sauvette, on a dit à la hussarde, à l'esbrouffe. Juillet, c'est la saison des mauvais coups. Là, M. Astou n'a pas été le premier à le dire, mais il l'a dit aussi, c'est la saison des mauvais coups de l'État, de ceux qu'il faut frapper vite et par surprise. Tuer le patient n'est pas non plus une façon de guérir, c'est pourtant ce qu'on nous propose. Article 1er, premier alinéa, l'ORTF est supprimé. Cette rédaction suffit à justifier notre question préalable. Débattre de l'avenir de l'audiovisuel en France, oui. Délibérer sur la mort de l'ORTF, non. Il y aura, et vous n'en doutez pas, dans cette Assemblée une majorité pour le changement, une majorité pour améliorer un service public exceptionnel, qualifié même par mon prédécesseur de Voix de la France. Puissiez-vous, après la mise en place de structures meilleures, choisir les hommes de qualité pour créer, animer, éduquer, distraire, bref, trouver les êtres exceptionnels que, pour notre part, nous serons toujours prêts à aider, c'est-à-dire d'abord, avant de les fustiger, les écouter et les comprendre. Oui, j'en suis sûr, Monsieur le Premier ministre,
il y aura une majorité pour refuser la question préalable. Car ce qui compte, c'est bien entendu l'avenir, c'est ce que l'on peut faire. Et voyez-vous, quand je réfléchissais à la véritable motivation de cette question préalable qui nous est proposée aujourd'hui, quand je réfléchissais au vote que nous allons émettre à ce sujet, je me demandais en vérité si une fois encore, ce débat ne permet pas de voir le triste dessein d'une ligne de partage entre ceux qui, intéressés par l'avenir, le mieux-être et le mieux-vivre, font un effort pour le construire, et ceux qui ressassons leur passé, ses origines, ses causes, leurs échecs aussi, n'arrivent pas à choisir résolument la vie et non le souvenir, à se battre pour le mieux futur possible et non pour l'irrémédiable. Dangereuse frontière en vérité pour ceux qui sont au-delà. En ce qui nous concerne, c'est demain qui nous préoccupe, et demain viendra sans préalable. Suite du débat à la télévision, demain à 15 h sur la deuxième chaîne. De son côté, après avoir lancé un mot d'ordre de grève qui ne doit pas avoir de conséquences, qui n'a pas de conséquences sur les programmes, l'intersyndicale de l'ORTF a organisé aujourd'hui un certain nombre de manifestations d'information pour le public et pour les parlementaires. C'est ainsi que de nombreuses délégations se sont rendues cet après-midi à l'ouverture du débat à l'Assemblée. Voyons comment s'est déroulée cette journée d'action. Cette journée d'action a commencé par une assemblée générale du personnel de l'ORTF à la Bourse du Travail à Paris. Plus de 1500 personnes y ont participé. Plusieurs délégations des personnels des stations de province étaient également présentes. À la tribune, Édouard Guibert, le secrétaire général de l'intersyndicale de l'ORTF. Après avoir rappelé les raisons de l'opposition des syndicats au projet de loi réformant l'ORTF, Édouard Guibert a lancé un appel à la mobilisation. Mobilisation du personnel, mobilisation aussi de l'opinion publique. Il était 15h30 lorsque les participants à cette assemblée ont gagné à pied le palais Bourbon. Tout le long du parcours, de nombreux tracts ont été distribués aux passants et parmi les slogans les plus souvent répétés, « ORTF ce n'est pas fini »,« Non au démantèlement »,« Non au licenciement ». Arrivés à 17 h devant le palais Bourbon, ils étaient 2000 manifestants tenus à distance par le service d'ordre. Pas d'incident. Et bien voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec la première chaîne. Bonsoir.